D'accord, Alexander. Nous avons des nouvelles selon lesquelles le cabinet de guerre de Netanyahou en Israël s'est effondré. Il a été dissous. Je ne pense pas que cela devrait choquer qui que ce soit, étant donné le retrait de Gantz du cabinet de guerre. Quelles sont vos pensées sur cette annonce? D'accord. Je pense que la première et la plus importante chose à dire est que cela ne signifie pas que Netanyahou cesse d'être Premier ministre d'Israël. Cela signifie simplement qu'il est revenu au format du gouvernement qu'il avait avant l'attaque du Hamas le 7 octobre. Ce gouvernement d'avant le 7 octobre était plus radical à certains égards que le cabinet de guerre, qui incluait des partis considérés comme quelque peu plus modérés et favorables aux Américains. Maintenant, Netanyahou dirige la même coalition qu'il dirigeait avant le 7 octobre. Ce que cela signifie, c'est qu'au sein du gouvernement israélien actuel, l'influence des extrémistes très puissants, des personnes comme Smotrich et Ben Gvir, a augmenté. Ils peuvent renverser Netanyahou plus facilement qu'ils ne le pouvaient il y a une semaine. Cela va probablement conduire à un durcissement de la position israélienne. Nous voyons déjà que Netanyahou fait des déclarations publiques, exprimant son mécontentement à propos de l'armée israélienne, qui semble apparemment opérer une sorte de pause à Gaza, en particulier dans la bataille de Rafah. Nous allons voir une ligne plus dure adoptée par le gouvernement israélien. C'est à mon avis le résultat direct de la politique trop compliquée et franchement trompeuse que l'administration Biden a suivie pour essayer de résoudre la crise à Gaza. Quand je dis résoudre la crise à Gaza, ce qu'ils veulent vraiment faire, c'est mettre la crise à Gaza de côté pour qu'elle ne les affecte pas ou ne les nuise pas pendant l'élection. Si vous vous souvenez, nous en avons parlé plus en détail avec Yavok Almassian lors d'un live stream et Glenn Dizen et moi en avons également discuté avec Alistair Crook. Ce que les Américains ont fait, c'est prétendre qu'ils ont obtenu un accord de cessez-le-feu entre les Israéliens et le Hamas, ce qui était essentiellement une façade. Ce qu'ils nous ont dit était un plan israélien pour un cessez-le-feu qui aurait laissé le Hamas en contrôle effectif de Gaza et aurait entraîné le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Comme nous l'avons dit, ce n'était jamais quelque chose que Netanyahou allait accepter. La prétention que Netanyahou non seulement y avait consenti, mais l'avait en fait proposé, était évidemment fausse. Cela a provoqué une crise dans les relations américano-israéliennes, spécifiquement entre le gouvernement Netanyahou et l'administration Biden. Nous ne voyons plus de figures pro-américaines au sein du gouvernement israélien comme Gantz se retirer. Nous avons vu le cabinet de guerre dissous, ce qui élimine davantage de figures pro-américaines. Nous avons vu émerger un gouvernement intransigeant en réponse, qui est maintenant fermement opposé au cessez-le-feu que Biden a prétendu que les Israéliens avaient accepté. Au lieu d'obtenir un cessez-le-feu et une situation où Israël n'attaque pas le Hezbollah au Liban, nous sommes maintenant plus susceptibles de ne pas voir de cessez-le-feu. Les Israéliens sont susceptibles d'intensifier les opérations à Gaza et d'essayer d'attaquer le Hezbollah au Liban. Tout ce plan astucieux s'est effondré et a potentiellement laissé l'administration Biden dans une position pire qu'auparavant. Lorsque vous essayez de faire ce genre de choses, elles se retournent souvent contre vous. Était-ce le coup d'échec de Netanyahou, sa réponse à Biden, Gantz et toutes les discussions sur les élections? Était-ce sa manière de riposter à la Maison-Blanche de Biden en faisant s'effondrer le cabinet de guerre et en adoptant une position plus dure? Est-ce sa réponse?
Was this his response? That is exactly what it was. And of course, what he's also doing is... C'est exactement ce que c'était. Il a aussi ses partisans aux États-Unis et il travaille avec eux. Le mois prochain, il vient au Congrès pour leur parler. Il a des amis à Washington et isole les figures plus pro-américaines ou, comme il le dirait, moins fiables de la scène politique israélienne. Alors qu'il reconstitue son gouvernement dans une direction plus dure, c'était exactement sa réponse à ce que font les Américains. Comme je l'ai dit, lorsque vous essayez de jouer sur les deux tableaux et de prétendre qu'ils ont accepté quelque chose qu'ils n'ont pas accepté, vous finirez avec ce genre de résultat. J'ai médié et négocié des accords juridiques dans le passé, et je sais une chose. Si vous allez négocier un accord, vous devez être absolument sûr que les deux parties comprennent parfaitement ce à quoi elles ont consenti, s'y engagent et veulent que l'accord fonctionne. Si vous regardez ce programme que Glenn Deason et moi avons fait avec Alastair Crooke, qui a négocié des accords bien plus délicats que je n'en ai jamais fait, des accords pour la libération d'otages au Moyen-Orient, il a dit exactement la même chose. Vous devez prendre votre temps et instaurer la confiance entre les parties, ou au moins un minimum de compréhension. Vous devez atteindre un point où tout le monde est véritablement engagé dans ce qui a été convenu. Si vous essayez de jouer des tours aux gens, de les tromper et de les précipiter dans un accord quelconque, en particulier dans cette région, les choses sont vouées à s'effondrer et vous laisseront dans une situation encore pire que celle dans laquelle vous étiez auparavant. Pensez-vous que nous nous dirigeons vers un conflit entre Israël et le Hezbollah? Oui, je pense que c'est plus probable maintenant qu'il y a 3 semaines. Ce serait une très mauvaise idée, une idée désastreuse. Tout d'abord, le Hezbollah est une organisation beaucoup plus puissante que le Hamas. Ils sont bien entraînés, très bien organisés et très bien équipés. Ils contrôlent un territoire à une échelle que le Hamas n'atteint pas. Et bien sûr, derrière eux se trouve l'Iran. L'Iran n'était pas derrière le Hamas et n'était pas impliqué dans l'attaque du Hamas le 7 octobre. Mais le Hezbollah est son allié, et il y a une unité religieuse là-bas. L'Iran soutiendra le Hezbollah dans ce conflit. Donc, une attaque israélienne contre le Hezbollah est plus probable. Elle pourrait ne pas réussir. En fait, elle ne réussira probablement pas. Et cela contient encore une fois le danger très réel d'une expansion majeure et d'une aggravation de la guerre. Et bien sûr, si nous y arrivons, il est plus probable que cela se produise maintenant, parce que les personnes actuellement au pouvoir dans le gouvernement israélien sont des extrémistes qui veulent une attaque contre le Hezbollah. Si cela se produit maintenant, cette tentative de tromper tout le monde en imposant un cessez-le-feu auquel ils n'avaient pas consenti aboutira exactement au résultat que tout le monde a essayé d'éviter, une escalade majeure et une expansion du conflit au Moyen-Orient. Cela pourrait probablement conduire à une confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran, ce que certaines personnes en Israël essayent précisément d'obtenir depuis longtemps. Et aux États-Unis, tous ces extrémistes en Israël sont soutenus par des extrémistes aux États-Unis qui poussent également dans cette direction. Exactement. Exactement. Biden a vraiment gâché celui-ci. Absolument. Ils ont fait un gâchis colossal dès le début, comme nous l'avons dit. Vidéo après vidéo, dès le début, la politique étrangère de Biden a complètement gâché cela de fond en comble.
They made one mistake after another, starting with Biden's disastrous... Ils ont fait une erreur après l'autre, en commençant par les visites désastreuses de Blinken et Biden au Moyen-Orient en octobre, juste après les événements du 7 octobre. Ils ont complètement adopté la mauvaise approche à ce moment-là. Ils ont donné à Netanyahou un chèque en blanc. Ils ont essayé de faire pression sur les Égyptiens pour qu'ils acceptent des millions de personnes venant de Gaza, ce que les Égyptiens ont catégoriquement refusé de faire. Cela a intensément antagonisé les Égyptiens. Depuis lors, ils se retrouvent avec un conflit sans fin à Gaza sur lequel ils n'ont aucun contrôle réel. Ce qu'ils viennent de faire, en essayant de tromper tout le monde pour obtenir un cessez-le-feu de la manière dont ils l'ont fait, c'est détruire la confiance. Avant tout, la confiance en eux-mêmes. Ils ont augmenté les perspectives d'une explosion au Moyen-Orient. C'est une politique étrangère si mal conduite que cela me laisse sans voix. Henry Kissinger doit se retourner dans sa tombe en voyant ce que nous avons vu au Moyen-Orient maintenant. D'accord, nous allons terminer ici sur theduren.locals.com. Nous sommes sur Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin et TwitterX. Et allez à la boutique Duren. Utilisez le code Football24 pour acheter des articles de football. Prenez soin de vous. Merch. Take care.